bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Une vidéo un peu atypique. Allez, on se fait une petite pause. Vous connaissez bien le droit et les finances de l'intercommunalité. Oui, moi aussi, tout ça, c'est le truc qui nous amuse, moi, me passionne depuis fort longtemps. Mais si on se faisait un petit arrêt pour voir si on n'a pas oublié une jurisprudence ces 2 dernières années, hein, on fait ça ensemble? On va regarder si ces 2 dernières années, il y a, dans toute la flopée de jurisprudences qui ont été adoptées, j'ai essayé d'en faire un florilège, pas tout, hein, bien sûr, il y a des choses qui ont pu éventuellement vous échapper, qui peuvent vous intéresser. On va commencer par les organes en matière d'intercommunalité. Lors de la séance, on va y avoir le président, puis ensuite les vice-présidents, et en intercommunalité, vous le savez, c'est un mode de scrutin uninominal, au contraire de ce qui se passe dans la commune depuis 2008 ans. D'accord. Bah, on est censé les élire tous ensemble, ces gens-là. Et oui, mais si on ne fait que le président, et puis les autres sera une autre fois, bah, peut-être que la décision consistant à ne pas procéder à cette élection sera annulable. La belle affaire, puisque de toute manière, ils seront élus à la prochaine. Mais ça ne vicie pas l'élection du président que de ne pas avoir adopté les délibérations d'élection des VP et autres membres du bureau ensuite. Maintenant, imaginez qu'il soit élu, notre VP. Et puis, il démissionne tout de suite. Le réflexe naturel, c'est de se dire, bon, ok, on a élu Denis, mais Denis vient de démissionner, allez hop, on reprocède à l'élection. Bah oui, non, sauf qu'entre-temps, il est devenu VP, et qu'un VP, bah, il faut attendre l'acceptation de la démission par le préfet, ou sinon patienter un mois. C'est un peu rigide, mais formellement, c'est assez logique. Théâtre d'Orléans 2020. Qui doit remplacer l'élu communautaire d'une commune de 1000 habitants et plus, qui est déclaré inéligible? Bah, suivant liste de même sexe, nous dit le Conseil d'État en 2021. Oui, mais attention, entre-temps, il y a la loi Gatel qui est intervenue, qui a complexifié et résolu certains problèmes aussi là-dessus. Passons maintenant aux syndicats. Dans les syndicats, je peux avoir des délégués suppléants. Très bien, Civus, Civom, syndicat mixte fermé. Est-ce que ces gens-là peuvent être élus à la CAO ou à la COP, commission DSP? Réponse oui, nous dit le Conseil d'État en 2021. Quelques mots de finances intercommunales maintenant, sous l'angle uniquement de décisions rendues au contentieux. Est-ce qu'il est constitutionnel que la dotation d'intercommunalité soit en partie péréquatrice? C'est-à-dire qu'il y a une péréquation horizontale donc entre riches et pauvres, enfin horizontale. Qu'il y ait des critères revenant à ce qu'elle soit en partie péréquatrice. Réponse, oui, nous dit le Conseil d'État en 2022. Intéressante, on a eu pas mal de décisions sur les calculs des attributions de compensation et donc le fonctionnement des commissions locales d'évaluation de transfert de charges il y a 7, 8, 10, 15 ans. Mais on en a assez peu récemment, mais là il y a une CA de Nancy qui est vraiment intéressante et qui valide un mode de calcul assez précis de la CLED, donc je vous l'ai mis, n'hésitez pas à mettre sur pause, je pense que c'est intéressant. Bon là maintenant, intérêt purement historique, c'est l'arrêt du Conseil d'État de 2021 qui nous rappelle quand une commune pouvait s'opposer à la levée par l'intercommunalité de la taxe de séjour, hein, avec une bascule avant ou après de 2015, etc., comme vous le savez. Décision intéressante, il y avait une pérennisation d'un prélèvement qui minorait la dotation d'intercommunalité pour certaines communautés, ce qui posait pas mal de problèmes, notamment en cas de fusion. Eh bien, le Conseil constitutionnel a réussi le miracle de nous faire une décision, bon, enfin, il fait ça de temps en temps, hein, donc d'inconstitutionnalité de ce régime, mais en le désactivant pour que ça ne change rien. Voilà. Le Conseil constitutionnel qui a également validé la réforme de la TH, telle qu'appliquée aux fusions d'EPCI à fiscalité propre, qui, là aussi, pouvait entraîner des vraies distorsions selon les dates des fusions. Hein. Quelques mots maintenant sur les décisions rendues au contentieux en matière de compétences intercommunales. Alors, un arrêt du Conseil d'État important sur le point de savoir qui perçoit la redevance d'occupation du domaine public pour le transport et la distribution d'électricité et du gaz quand j'intercommunalise la voirie. Réponse simple, mais avec des calculs compliqués derrière. N'hésitez pas à mettre sur pause. Une communauté de communes, de manière gonflée, avait essayé de faire un transfert de compétences avec les règles du droit commun au 2 seconds semestre 2019, alors que dans cette période-là, on était dans une période où il y avait un régime de, comme vous vous en souvenez, de droit de veto, hein, des communes. Bah, évidemment que ça ne marchait pas, Conseil d'État 2020. Retrait de syndicats. Une décision intéressante sur les retraits de syndicats en matière d'eau et des questions de responsabilité, Terre de la Guadeloupe, 3 mars 2022. Cas très particulier à ne pas interpréter cependant. Quand j'ai une intercommunalisation du droit de préemption urbain qui était déjà institué, est-ce qu'il faut réinstituer le DPU? Réponse, non, nous dit le théâtre Cergy-Pontoise. Tourisme, la CA de Lyon a estimé que quand il y a une intercommunalisation des compétences obligatoires en matière de tourisme, la commune conserve la gestion des manifestations locales et équipements communaux, sauf dispositions statutaires contraires. Mais de toute manière, tout ceci était avant l'exercice effectif de la nouvelle compétence partagée en matière de tourisme pour certaines parties de la compétence d'animation touristique de la loi engagement de proximité du 27 décembre 2019. Le président de la métropole de Lyon pouvait-il, par arrêté, au titre d'un pouvoir propre, créer un permis de circuler pour les taxis?
Non, puis on s'en doutait un peu quand même. Voilà. GEMAPI, est-ce qu'on pouvait prendre des compétences par anticipation avant la généralisation de la compétence de 2018? Réponse oui, mais selon quelle procédure? C'est à Toulouse, 19 juillet 2022. Un arrêt qui a le mérite d'exister. À titre personnel, je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qui est dit. Un port de plaisance est-il intercommunalisé automatiquement parce qu'un port de plaisance sera automatiquement une ZAE? Bah non. Mais parfois, j'entends brandir une ordonnance du Conseil d'État qui est ici citée en sens inverse. Mais non. D'ailleurs, il faut voir une autre décision du Conseil d'État de 2018 et puis regarder le TA de Nice. Non, pas automatiquement. Sur un port de plaisance, je n'ai pas que de l'activité économique. On a le droit d'habiter sur un port de plaisance, par exemple. Je ne parle pas d'une enceinte qui serait fermée, où là, on a une activité en soi. Transfert de compétences en matière d'intercommunalité, vous savez comme moi qu'il y a un transfert des contentieux si ceux-ci sont déclarés, c'est la date de la requête, et non pas des recours gracieux, si la requête est postérieure à la date d'intercommunalisation. Dans la même logique, mais avec quelques subtilités, je vous invite à regarder la décision du Conseil d'État de 2023, comité d'agglomération de la Provence verte, que je crois intéressante. Est-ce qu'une commune peut lancer un référendum local pour des projets d'un EPCI ou d'un syndicat mixte dont elle est membre? À la fois, elle peut dire, bah oui, mais moi c'est pour m'aider à fixer ma propre position, vous voyez, ça devient encore ma compétence. Non, nous dit le TA de Melun. Quelques jurisprudences maintenant en matière de périmètre, de structure, d'évolution de ces structures ou de ces périmètres. Quand je fais une procédure dérogatoire de retrait, 52-14-16 pour les communautés de communes, il y a une chose en communauté d'agglomération et autres, vous savez qu'il y a des procédures particulières, que souvent il y a eu beaucoup de censure quand on oubliait de consulter la formation restreinte et qu'on préférait consulter la formation plénière de la CDCI par exemple, etc. Le TA de Versailles, au-delà de ces questions de composition, a dit que la consultation de la CDCI était obligatoire quelle que soit la décision du préfet, même si le préfet dit non. C'est strict, mais ça se défend. Décision très intéressante et assez logique du Conseil d'État du 26 avril 2024. Vous savez très bien que quand il y a une dissolution d'un EPCI ou d'un syndicat, il y aura en référé suspension presque toujours l'urgence de constituer. Parce que là, il y a une urgence. Voilà. Ah oui, mais ça dépend de qui est le requérant ou le Conseil d'État. Si je suis un membre du syndicat, qu'on dissout, oui. Mais si je suis un kidam, par exemple, non, c'est pas forcément une urgence pour lui. Donc celle-ci s'apprécie à l'aune de l'intérêt du requérant. Le Conseil d'État en 2020 a dit que le retrait d'un syndicat mixte fermé est automatique quand pour le membre se perd la compétence correspondante. Dit comme ça, on pourrait dire oui, mais ça ne remet pas en question le principe de la représentation-substitution, j'espère. La réponse est non. Dieu merci, ça ne la remet pas en cause dans son principe. Restons dans les mêmes ordres d'idées. J'ai, par exemple, une création d'une structure entraînant la dissolution des structures fondatrices. Ça peut être le cas d'une fusion. Vous pourriez avoir la même chose pour un transfert intégral de compétences 57-11, 3 ou 4, je crois que c'est le 4 de mémoire, pour un nouvel syndicat mixte fermé, etc. Oui, mais si je suspends la création du syndicat, par exemple, issu d'une fusion, ça vaut résurrection des membres, nous dit le TA de Dijon. Alors c'est une question écrite, c'est pas une jurisprudence, mais comme j'ai continué à avoir récemment une préfecture, une préfecture, qui a dit que non, un syndicat intercommunal, ça doit être d'un seul tenant et sans enclave. Non, ça c'est les EPCF qui était propre. Coucou. Les syndicats, ils peuvent bien être en peau de léopard, donc voilà, on a des réponses ministérielles récentes là-dessus, tant mieux. Un intéressant jugement du TA de Poitiers vient de confirmer qu'en cas de dissolution d'un EPCI, on fait bien une ventilation des biens droits obligations, dans un premier temps entre communes, alors même que les compétences vont être récupérées ensuite par les communautés. C'est une bonne nouvelle en termes de rigueur, il y a des cas où ça complique un peu les procédures quand tout le monde est d'accord quand même, mais enfin bon, voilà. TA de Dijon maintenant, une fusion doit se faire sans acrobatie sur les compétences. Oui, quand je fais les fusions, tout le monde a les mêmes compétences, puis après je fais la fusion. Ah ouais, super. Oui, mais en GEMAPI, c'était totalement idiot, puisque à l'origine, les gens n'avaient pas tous les mêmes compétences. Je fusionnais, je ne vais pas dire la carpe et le lapin, mais je fusionnais des syndicats d'hydraulique rurale, des syndicats qui ne faisaient que de la prévention des inondations, d'autres qui étaient vraiment que en GEMA ou que en ruissellement pour certains cas. Et si je voulais harmoniser en amont les compétences, puis fusionner tout le monde, je me retrouvais avec des superpositions de périmètres. Oui, je veux pas le savoir, il faut respecter, voilà. La loi, c'est la loi. Logique, heureusement qu'il n'y a pas eu beaucoup de contentieux parce que sur le terrain, nous on signalait à chaque fois que dans un monde parfait, il aurait fallu harmoniser les compétences avant de fusionner, mais bon. Alors l'astuce qu'on faisait parfois quand on savait qu'il y a un risque contentieux et qui pourra vous servir pour l'avenir si vous avez des cas comme ça, c'est qu'on fait un nouveau syndicat sur une compétence assez marginale
où les gens adhèrent pour certaines fractions de compétences et ensuite ils transfèrent l'intégralité de la compétence qui peut entraîner leur disparition. Mais c'est pas exactement la même chose, y compris symboliquement, qu'une fusion. Bon, à regarder au cas par cas. Voilà, bon, bah écoutez, j'espère que ces quelques jurisprudences vous auront intéressé, surpris, amusé, intrigué. J'espère qu'on se reverra bientôt pour d'autres vidéos. En tout cas, vous pouvez vous abonner, passer par là. Et puis, bah, passez un bel été. Merci, au revoir.